C'est parti pour Perfect Actu, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes très heureux de partager ces moments d'échange, ces moments de décryptage, mais aussi d'analyse de l'actualité avec vous. La campagne électorale se poursuit. Les candidats sont déployés à travers la République, les candidats présidents également, notamment Moïse Katumbi Chapwe qui a lancé sa campagne à Kisangani. Il a évoqué notamment la question ou les accusations de Félix Tshisekedi qui le présente comme le candidat des Occidentaux. Il a tenu à répondre à cette accusation. Il a aussi évoqué, ou il a promis à la population qu'une fois élu, il ne touchera pas à sa liste civile. Il a déjà des moyens, il a suffisamment de moyens pour vivre et il n'a donc pas besoin de mettre sa main dans le trésor public pour continuer sa vie. Félix Tshisekedi également, après Kinshasa, où il a lancé sa campagne au stade des Martyrs, il a pris la direction du Congo central. Il était à Mwanda ce lundi, il a échangé avec la population et nous allons devoir décortiquer ces différents sujets dans cette émission avec notre invité qui s'appelle Patrick Mvi. Il est d'Ensemble pour la République, parti cher au candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Bienvenue, cher Patrick. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Une fois de plus, l'honneur me choisit de passer sur votre poste de télévision ou encore votre télé, bien évidemment, pour que Yumbo Kabalanabi soit une seconde fois. Question de parler un peu sur les événements actuels du pays. Merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. On s'est réveillé le matin avec toutes les aléas de ces pays, toutes les réalités bizarres de ces pays. Mais sinon, avec l'amour que nous avons eu la force de passer encore une seconde fois sur ces plateaux, question de partager ce que nous avons bien pu comprendre de l'actualité, comme le disais-je tantôt, de ces pays. Comment se porte Ensemble pour la République, votre parti politique, durant cette période de campagne électorale où pratiquement tous les coups sont permis? Exactement. Comme l'avais-je dit lors de ma dernière intervention au sein de sur votre plateau, bien évidemment, que Ensemble pour la République se porte à merveille. D'ailleurs, vous venez de le voir à peine il y a quelques heures passées, le lancement officiel de la campagne des Ensemble pour la République, porté bien évidemment par par le président du parti, Moïse Katumbi Chapwe, au niveau de Kisangani. Il y avait une foule immense. C'est du concret. Je crois que les images sont en train de parler d'eux-mêmes. Et nous allons continuer avec cette allure-là. Il a commencé à Kisangani et après un certain moment, il va descendre dans toutes les provinces. Donc, tout ce qui n'a pas de sur Congo, dans la province Nyon, se place Bozali, Kilia, Katumbi est en train d'arriver. Voilà. De quel œil voyez-vous la campagne électorale, le déroulement de la campagne? Est-ce que tous les candidats bénéficient des mêmes avantages, des mêmes privilèges? Vous pensez qu'il y a des candidats qui sont peut-être beaucoup plus privilégiés par rapport aux candidats de l'opposition? Les candidats du pouvoir, pensez-vous qu'il est plus privilégié que ceux de l'opposition? Vous savez, comme à l'époque de Kabila, nous vivons la même réalité actuellement. Le pouvoir en place est en train de bénéficier de moyens de l'État pour battre campagne. Bon, nous sommes tout à fait au début. Et nous allons voir avec le temps comment est-ce que les choses vont évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas encore bénéficié de ce que la loi prévoit comme étant sécurité autour du président Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, il n'en a pas besoin. Mais qu'à cela ne tienne, c'est de son droit, de son plein gré. Nous attendons jusqu'à ce qu'il puisse décider de pouvoir accepter cela, parce que jusqu'à là, on n'a même pas encore proposé. Mais sinon, concernant la campagne électorale, nous sommes vraiment prêts. Et nous avons vu, comme l'avais-je dit tantôt, le lancement officiel de notre campagne d'Ensemble pour la République. Et nous sommes en train d'aller avec tous les aléas, tous les empêchements, les embûches. Nous irons jusqu'au bout. Peu importe ce qu'ils ont prévu, parce que nous savons qu'ils ont prévu des choses, des gens tricheries, etc. Mais nous allons aller pas à pas avec l'accompagnement de la population afin d'arriver à bon port. Très bien, vous allez arriver à bon port, vous espérez que la campagne va se dérouler correctement. Mais il y a aussi des questions qui tournent l'esprit des Congolais, notamment cette retransmission en direct qu'on a vue ce dimanche sur la RTNC, qui a pratiquement relayé le meeting du président de la République lançant la campagne électorale. Alors on se demande, le jour où Moïse Katumbi ou un autre candidat de l'opposition, un candidat président bien évidemment, tiendra aussi son meeting au stade des Martyrs, pensez-vous que la RTNC va aussi s'exécuter de la même manière qu'elle l'a fait avec le président de la République? Nous avons toujours dit que ce régime a copié exactement ce que le régime passé a eu à faire. Malheureusement, ils l'ont fait encore de façon pire. Mais, comme on l'a dit, nous attendons voir, parce que nous ne pouvons pas nous prononcer sur des choses que nous n'avons pas encore vues. S'ils vont respecter, alors d'accord, nous allons acclamer. Mais nous attendons à rien de spécial et rien de bon de ce régime. Donc, nous sommes déjà pris sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télévision, même si la RTNC ne diffuse pas cela.
nous sommes précieux. Avec d'autres partenaires, nous avons déjà pris contact afin que tout ce que nous avons prévu comme campagne puisse bien évoluer. Les sénateurs ont organisé un plateau spécial où les candidats défilent pour présenter leur projet de société. Il y a aussi des candidats qui ont refusé l'offre du CESAC, notamment Franck Dion, qui a d'ailleurs rallié la candidature de Moïse Katumbi, mais aussi Délice Sanga. Vous, comme Ensemble pour la République, vous pensez quoi de ces plateaux organisés par le CESAC? Oui, le CESAC a organisé, mais le CESAC n'oblige pas, parce qu'il n'y a aucune disposition de la loi qui prévoit à ce que le CESAC puisse organiser pareille chose. Mais les Congolais ont quand même besoin de savoir le contenu de votre programme. Vous savez déjà que ce CESAC-là a une obédience beaucoup plus dirigée vers le pouvoir en place. Alors, ils vont tout mettre en place pour que quand il s'agira du candidat unique de l'opposition, que les choses se passent mal. Alors nous ne sommes pas dupes. Si réellement le parti veut réellement que le président Moïse Katumbi puisse passer, nous passerons. Et comme l'avais-je dit dans d'autres émissions, je ne suis pas porte-parole du parti à ce niveau-là, mais en ce qui nous concerne, si le président Katumbi se sent à l'aise de passer à ce niveau-là, il passera. Mais rien ne l'y oblige en tant que candidat, mais également au niveau de la loi, rien ne l'oblige à pouvoir passer là-bas. Si le président demandait votre point de vue sur son passage ou non dans ces débats, vous allez répondre à quoi? Il peut passer parce que rien ne l'empêche, ça c'est un déjà, et deuxièmement, il est déjà prêt. J'avais dit dans l'émission qui est passée, que nous avions eu à faire avec vous, que ce que nous avions prévu aujourd'hui comme campagne, que vous allez devoir voir, parce qu'avec le 1 mois que la loi prévoit pour cette campagne électorale, à tous les niveaux bien précis, il avait déjà commencé à prévoir cela. Donc nous savions déjà comment est-ce que nous allions nous y prendre. Et vous aviez dit un mot, si je dois revenir un tout petit peu en arrière, concernant le processus normal de la campagne, que tout se passera correctement. Non, nous sommes préparés au pire. C'est-à-dire que même si à gauche on nous attaque ou à droite, nous sommes focus et déterminés à pouvoir gagner ces élections. Vous êtes prêts à tout affronter? Oui, exactement. C'est-à-dire que ça vienne de l'ouest ou du nord ou du sud, peu importe ce que nos amis d'en face ont prévu, comme tractation ou bâton dans les roues, nous allons broyer cela. Parce qu'Ensemble pour la République est une machine à broyer. Avec Moïse Katumbi à la tête, nous y arrivons. Très bien. On va entrer de plein pied dans la campagne électorale. Moïse Katumbi était à Kisangani hier lundi, mais bien avant d'aborder même l'arrivée de Moïse Katumbi, son équipe d'avance qui devrait arriver à Kisangani, je crois le dimanche, a connu un petit souci. L'avion qui le transportait est arrivé au niveau de l'aéroport. L'aéroport n'était pas éclairé, il n'y avait pas de signaux, alors rien ne fonctionnait. Conséquence, l'avion est allé atterrir à Goma, en lieu place de Kisangani. Vous mettez ça dans le lot des coups déjà préparés contre vous. Vous pensez que c'est juste un incident qui est arrivé et c'est quelque chose qui n'était pas calculé? Le mot est bien préparé, le lot des coups prévus contre nous. Nous avions dit tantôt que cette campagne ne sera pas une campagne à l'aise. Elle sera imbibée de beaucoup de choses bizarres. Et d'ailleurs, vous venez de voir. Comment est-ce qu'une personne qui prévoit, c'est-à-dire que c'est l'opposant numéro 1 du régime en place. Il prévoit d'arriver dans une ville phare de notre lancement de campagne. Et on prévoit des choses pareilles. Vous auriez accepté que le président de la République arrive et que l'on fasse des choses comme ça? Vous allez raconter que oui, il y a eu des problèmes techniques comme d'habitude, mais c'est du n'importe quoi. Mais qu'à cela ne tienne, comme l'avais-je dit tantôt, nous sommes déjà préparés. Ça fait partie des lots de problèmes que nous aurons à rencontrer. Ça, ce n'est que le début. Nous aurons à rencontrer sûrement pire que ça. Mais ce qui est sûr, comme le président Moïse Katumbi l'a dit, il n'a pas de directeur de campagne. C'est la population qui sera son directeur de campagne. Par conséquent, donc, tout ce qui va arriver, la population sera vigilante et nous sommes déterminés. Nous allons prendre le pouvoir. Très bien. La place de la Poste a servi de cadre pour accueillir le premier meeting de Moïse Katumbi comme candidat président de la République. Il est allé lancer sa campagne électorale de manière officielle à Kisangani et une foule immense a répondu présente à son invitation. Et d'entrée de jeu, Moïse Katumbi nous brandit le programme Tolembi Passi. Nous sommes fatigués de la souffrance. Vous donnez quel contenu à ces programmes Tolembi Passi? Parce que la souffrance, il faut le rappeler ici, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Mais pourquoi voulez-vous accentuer cette souffrance simplement parce qu'il y a un Félix Tshisekedi au pouvoir, ou simplement parce que vous voulez prendre la tête du pays? Je disais dans d'autres émissions qu'on ne prend pas un pouvoir tout simplement par le plaisir de prendre. On ne devient pas président, ou on ne veut pas, ou on ne souhaite pas devenir président pour le simple plaisir de le devenir. Il faut avoir un leadership bien assis. Quand tu désires venir au pouvoir, il faut comprendre quel est le désir de la population. Tolembi Passi, c'est tout simplement le vécu quotidien de la population. Félix Tshisekedi a trouvé un pays qui a un problème sérieux au niveau du social. Et qu'a-t-il fait? De promesses, de promesses, de promesses. Durant 5 ans, il a promis des choses. Nous avons vécu des choses dans ces pays inimaginables.
Nous avions pensé qu'avec le régime passé et qui sont arrivés, même s'ils sont arrivés au pouvoir avec par les moyens que nous connaissons tous, qu'il y aurait eu quand même un changement. Voilà pourquoi nous avions rallié l'Union Sacrée à l'époque. Mais nous sommes sortis parce que nous avions compris qu'il n'y avait rien de sérieux dans cette structure. Par conséquent, nous sommes venus avec la solution. Tolembi Passi. Comme l'intitulé de notre projet de société est Alternative 2024, c'est-à-dire que tout le monde a makambu neni mususu. Passi au Congolais bazali komona. Pourquoi ça ne doit pas prendre fin? Et ils sont arrivés au pouvoir comment? Comment sont-ils devenus aujourd'hui? Les choses qu'ils ont eu à promettre à la population, ont-ils eu à réaliser? C'est là. Où sont aujourd'hui où est aujourd'hui plutôt les projets 145 territoires? Les poissons Namibie, l'Allemagne d'Afrique, les projets Chile-Gélou, les maisons préfabriquées, toute une ribambelle de choses qu'ils ont eu à promettre dans ces pays qui ne s'est jamais concrétisé. Vous savez, de façon générale, la population congolaise ne réclame pas grand-chose. Parlons du social, c'est tout simplement les manger, les transports tout simplement, dormir à l'aise. La sécurité. Voilà, tout simplement. C'est les nécessaires, les simples nécessaires. Tout le monde dans ces pays ne peut pas être ministre, ne peut pas être député, ne peut pas être président. Mais les Congolais ont tout simplement besoin de vivre décemment. Mais le régime actuel a excellé dans les promesses. Nous ne comprenons pas. C'est comme s'ils se réveillent un beau matin, ils se mettent à promettre des choses aux gens, comme si ils étaient en train de promettre aux gamins. On ne comprend pas. Alors, Katumbi a dit, Tolembi Passi. L'homme providentiel a promis, comme vous l'aviez dit en annonçant à l'entrée, que il ne touchera pas son salaire. Dieu l'a déjà béni. Alors nous allons venir avec une nouvelle... N'est-ce pas de la prétention? Non, ce n'est pas de la prétention. Vous savez, je l'avais dit l'autre fois... Je l'avais dit l'autre fois là que Katumbi n'est pas un pauvre, Katumbi c'est un millionnaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, le soit le biatique politique, il vivra aisément. Ses enfants et bien évidemment aussi sa descendance ou encore ses petits-enfants. Donc c'est quelqu'un qui ne vient pas au pouvoir à la recherche des finances, de moyens. Nous avions vu le régime actuel entrer, comment est-ce qu'ils étaient, en regardant tout simplement comment ils s'habillaient, en regardant quels étaient les moyens qu'ils avaient. Et aujourd'hui on regarde, Félix Tshisekedi avec son régime ou encore avec son gouvernement ont promis de faire des Congolais des millionnaires. Mais aujourd'hui, il n'y a que des gens qui sont de l'UDPS ou encore de l'Union Sacrée qui sont devenus des millionnaires. Vous n'avez pas vu ces jeunes qui ont été reçus par les présidents? C'est des millionnaires. Soyons sérieux. Il y a même l'un qui a offert 10 000 $ au président. C'est une grande farce. Vous êtes en train de blaguer avec des Congolais comme ça? On parle de quel? Il est millionnaire en quoi? En dollars ou en francs? Mais en dollars, quelqu'un qui a offert 10 000 $ comme ça au président? Non. Quand j'ai un million de francs congolais, le chèque qui aujourd'hui monde équivaut à 400 $, je suis millionnaire. Il aurait dû dire que je ferais de ces pays des millionnaires en francs congolais. Mais millionnaire en francs congolais, par rapport à la devise ou encore par rapport au dollar ou d'autres devises étrangères, ça vaut quoi? Donc un monsieur, ils ont fait une petite cabale là, qui s'amène, qui s'est fait une petite cagnotte, je ne sais pas moi de combien, qui se ramène avec une grande farce pour remettre au président de la République 10 000 $. Ça, c'est insulter les Congolais. Combien de Congolais, depuis que le président est au pouvoir, et sont devenus millionnaires? Donc on ne blague pas avec la souffrance de la population, on ne blague pas avec les réalités de ces pays. Vous avez pris le pouvoir, vous n'avez pas pu gérer le pouvoir, alors laissez calmement. Et nous allons le démontrer tout au long de cette campagne. Pendant un mois, le peuple congolais va comprendre réellement quelle est la vision du parti Ensemble pour la République. La théorie que nous avons eu exposée par le biais de M. Mwando Christ est une chose. Maintenant, le pragmatisme passera bien évidemment par la campagne que nous aurons à faire sur le terrain. Une première promesse pour Moïse Katumbi, il ne va pas toucher à sa liste civile. Ouais. Il a suffisamment de moyens pour vivre. Il n'aura même pas besoin que le gouvernement puisse payer ses billets d'avion pour ses voyages officiels. Il a déjà son avion. Il n'a pas besoin de toucher au trésor public. Je reviens encore sur ma question. N'est-ce pas de la prétention ou de l'orgueil simplement pour Moïse Katumbi Tchapoué? Comment un président va-t-il refuser prise en charge par le trésor public? Alors comment va-t-il vivre? Il va faire du bénévolat à la tête du pays? Déjà, je vous signale qu'il n'a pas un seul avion, il en a plusieurs. Ok. Je vous ai dit tantôt que c'est un monsieur qui n'est pas un crève-la-faim. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il lance ces messages. Il était à l'époque gouverneur du Grand Katanga. Le Grand Katanga à l'époque, il ne touchait pas son salaire. Donc c'est un habitué de ne pas puiser dans les caisses de l'État. Il est déjà assis financièrement. C'est ce genre de personnes que nous voulons à la tête du pays. Alors, dire qu'il ne touchera pas à son salaire ou en sa liste civile, appelons ça salaire parce que de façon générale, c'est un salaire. Peu importe le nom ou la connotation que ça prend. C'est tout simplement du concret. C'est une personne qui est assise. Il vous dit clairement que je ne viens pas pour l'argent parce que j'en ai. Je ne viens pas pour les maisons et les véhicules comme nous avons vu actuellement parce que j'en ai. Je viens réellement pour la population congolaise. Donc, je n'en ai pas besoin. Peut-être la sécurité, oui, parce que étant président de la République, quand il les deviendra, bien évidemment, il va bénéficier de la sécurité, etc. En ce qui concerne les moyens financiers, manger, se déplacer ou encore des véhicules, ça c'est un besoin secondaire parce qu'il a déjà dépassé ces niveaux-là.
La raison pour laquelle Moïse Katumbi est devenu président, c'est tout simplement parce que le peuple congolais veut qu'il devienne président réellement pour pouvoir concrétiser ce que le président actuel a promis. Parce que lui a excellé dans la promesse. Mais Katumbi, loin de la promesse, lui excelle dans la concrétisation. Voilà pourquoi il vous a dit, lui, son salaire, Bobo Sahanabino, alors si Mané Angoté, il n'en est pas à son premier forfait, ça c'est la deuxième fois, et quand il deviendra, vous allez voir réellement que les habits Loba Lobaté, c'est de la réalité. Il vous a dit, lors du lancement de la campagne, que Bota les Longinanga bien, et qu'ils aient Longue Lokuta, qu'ils aient Longue Miibi. Je crois que le peuple congolais a compris. Voilà. Ça me rappelle un peu Félix Tshisekedi, lors de son premier voyage. Il rentre au pays, il restitue l'argent. Et depuis lors, on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que Moïse Katumbi n'est pas tombé dans ces pièges? Mais on a tellement parlé. Je ne vais pas toucher à ma liste civile. Et finalement, arrivé au pouvoir, il va peut-être changer d'avis. Vous faites bien de le rappeler. La première fois, il est allé en voyage. Il est revenu. Il a remis un montant. Depuis lors, combien de fois il est allé en voyage? Est-ce qu'ils peuvent passer à la télé et dire aux Congolais combien de fois sont-ils allés en voyage? Il y a des voyages pour lesquels il a eu à faire des déplacements normalement qui étaient prévus pour le ministre des Affaires étrangères. Je me demandais à quoi sert le ministère des Affaires étrangères parce que ces ministres-là souffraient énormément dans son cœur. Il ne pouvait pas le dire clairement. Parce que tout ce qui était prévu comme voyage pour lui, c'est le président qui l'assumait. Combien de voyages que le président a eu à faire? Et dans ces voyages-là, vous savez combien on dépense et tous les puiser dans les trésors public, dans la caisse de l'État, par rapport aux moyens que les contribuables publics met en sorte que le gouvernement ça y fonctionne. C'est-à-dire que la population va avoir ça la contribution à Bango. Le président prend ses moyens avec toute la ribambelle de gens qui sont en train de se déplacer pour aller faire ce qu'on appelle le Magellan dans le monde. Et nous rapporter quoi en retour? Rien du tout. Absolument rien. Alors, comment dire aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire? Que Katumbi aujourd'hui, s'il arrive au pouvoir, il ne fera pas pareil. Lui a promis qu'il a son Isakimbo. Ensuite, Azongisi n'a payé les sous-soutis. Mais Katumbi a promis à l'époque qu'il ne touchera pas son salaire étant candidat, plutôt étant gouverneur du Katanga. Et jusqu'à la fin de sa mandat, quand il a eu à démissionner, il n'a jamais eu à toucher son salaire. Mais est-ce que le président actuel peut nous dire que depuis qu'il a eu à remettre la première fois, il a remis une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois? Ça c'est un. Et deuxièmement, quand il a remis, combien a-t-il pris? Est-ce que nous avons eu à voir tous ces détails-là? Combien est-ce que le trésor public dépense pour son déplacement? Vous ne voyez pas avec tout ça, cet argent-là. Il a fait aujourd'hui actuellement plus de 200 voire 300 voyages. Et quand on calcule en moyenne 4 à 5 fois ces voyages-là, alors 200 fois 5, on est déjà dans plus de 1000 jours. Et quand on est dans plus de 1000 jours, vous avez à peu près 3 ans, dans 3 ans et demi. Tout un président de la République avec un mandat de 5 ans qui fait 3 ans et demi à l'extérieur du pays. Vous trouvez ça sérieux? Combien le trésor public a eu à dépenser pour ces voyages? Et pourtant, le déplacement d'un ministre coûte moins cher que le déplacement d'un président de la République. Avec cet argent-là, on pouvait réellement construire des hôpitaux. Avec cet argent, on pouvait réellement construire des routes. Avec cet argent-là, réellement, on pouvait investir. Que d'aller ailleurs et revenir, même réduire. Il a tout simplement profité de l'occasion, étant président de la République, pour pouvoir faire les choses qu'il n'avait pas pu faire, étant simple civil. Alors, je reviens encore sur votre programme de campagne, Tolembi Passi, qui sous-entend que nous en avons marre de la souffrance. Moïse Katumbi comme candidat, si Dieu le veut, il sera peut-être élu président de la République. Dieu le veut, il le sera. Aura quel atout pour mettre fin à cette souffrance qui ne fait que perdurer? Ça me rappelle encore, une fois de plus, Félix Tshisekedi, il était encore opposant, tiré à boulet rouge sur le pouvoir. Il a pratiquement tout fustigé sur la gestion de Joseph Kabila. Mais une fois au pouvoir, il nous dit il y a des réalités qui échappaient à sa connaissance. Est-ce que Moïse Katumbi, il a réussi certes dans ses entreprises, mais faire décoller un pays, pensez-vous que Moïse Katumbi a cet atout? L'importance d'avoir, je reviens encore sur le mot, un bon leadership. Je pense que toutes les questions que vous avez eu à me poser tournaient tout autour d'un même point, toujours parce que je reviens sur cette phrase ou encore sur ce mot, le leadership, c'est très important. Mais nous en avons. On ne désire pas, on ne désire pas devenir président pour le simple fait de devenir président. On ne désire pas devenir président pour le beaux oreilles des gens, non. On comprend que vous avez eu à faire des études sur la situation actuelle du pays et de comprendre que quand j'y arriverai, je vais changer les choses. Vous l'avez fait déjà. Et quand j'y arriverai, je ne me mettrai pas à me plaindre parce que ce que je trouverai comme solution, sûrement que ça va peut-être s'amplifier ou encore la réalité va changer. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? S'adapter. C'est justement ce que nous faisons. Pour vous parler de la simple histoire de Katumbi, la différence entre lui et le président actuel, il a une expérience en matière politique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà eu à gérer sur le plan gouvernemental.
il a été gouverneur du Katanga, il a été député provincial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà sur le plan gestion du pays ou de gestion des personnes. Il est déjà expérimenté. Et sa gestion, nous n'avons rien à y redire parce que vous avez déjà vu, il y a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a les actions qui parlent d'eux-mêmes. Même si la mauvaise foi émane de nos amis d'en face, nous savons tous que Katumbi a une expérience. Ça, c'est sur le plan gouvernemental. Vous n'avez même pas réussi à construire un aéroport. C'est le président qui vous les rappelle. Soyons sérieux, quand vous parlez de ça, vous avez géré la province pendant 9 ans. Quand vous parlez de ça, ça me rappelle l'interview du président de la République au niveau de TV5, RFI. Justement, c'est à ça que j'ai fait allusion. Je voudrais comprendre une chose. Je ne sais pas si le président de la République est le premier citoyen du pays, par le simple fait qu'il est président, non, ou encore il est président tout simplement par le fait qu'il gère réellement ces pays. Quand il parle de Katumbi qui a été gouverneur du Katanga, qu'a-t-il fait au Katanga? A-t-il eu le temps de se renseigner? C'est le premier citoyen du pays. Mais il s'est renseigné. Il est censé avoir toutes les réalités, toutes les informations à sa disposition. Il s'est renseigné. Alors moi je me pose des questions. Et il a constaté que les Katanga, 8 ans durant sous les rangs de Moïse Katumbi, de l'époque de Kabila étant président de la République, Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga. Je vous avais dit l'autre fois là que c'était le gouverneur qui a construit le plus de kilomètres de route par rapport au gouvernement central. Plus de 300 km de route partant de Lumbashi à Kolwezi. Félix Tshisekedi ne reconnaît pas tout ça. Alors, soit il est amnésique, soit il n'est pas bien informé, soit on le ment. Si aujourd'hui ils peuvent arpenter cette route-là, aller facilement en Kolwezi, c'est Moïse Katumbi. Dès l'époque de Moïse Katumbi étant gouverneur du Katanga au niveau de la cour de Kolwezi, il a eu à réhabiliter l'aéroport de Kolwezi. De plus de 1000 km. On est dans le 1200 si je ne me trompe pas. De plus de 1000 km. Est-ce que le président de la République savait-il cela? Qu'il a essayé de renseigner. Même si bien évidemment étant gouverneur, parce que la gestion d'un aéroport ou encore la construction ou la réhabilitation d'un aéroport émane de la responsabilité du gouvernement central. Mais toujours dans sa bonne foi. Il a vu que le gouvernement central n'était pas en mesure de le faire. Il a eu à le faire. Et pourtant c'était sous la compétence du gouvernement central. Troisièmement, dans cet même aéroport-là, il a eu à construire un aérogare de 60 mètres de long et de plus de 40 mètres de largeur. Ça, les gens sont-ils conscients quand ils sont en train de raconter des choses pareilles ou ils sont inconscients? Est-ce que le président de la République, dans toute son institution qu'il est là, il peut raconter des choses pareilles? Ça n'a pas de sens. J'ai suivi cette interview et j'ai eu mal au cœur, j'ai eu de larmes aux yeux. Je me suis dit, ces pays n'est pas dirigé. Parce que comment est-ce qu'on peut mentir au président de la République? Et non seulement ça, comment le président de la République ne peut pas comprendre qu'il y a des attributions requises pour un gouvernement central et un gouvernement provincial? Reviens sur ma question. Tolembi Passi, Moïse Katumbi a quel atout pour que les Congo puissent décoller? Nous avons un projet. Je vous avais dit l'autre fois là, quand je suis passé sur votre projet, sur votre plateau. Le projet est bien ficelé. Nous avons un projet qui est basé, bien évidemment, sur la réalité congolaise. Et comme vous l'aviez dit différemment du président actuel, si Katumbi y arrive, est-ce qu'il ne fera pas pareil? Ne sera-t-il pas en mesure de vous donner encore des raisons et tout? Non, on ne donnera pas des raisons. Quand on n'est pas en mesure de le faire, on dit qu'on n'est pas en mesure de le faire, on a échoué. Quand on est en mesure de le faire, on le dit que nous sommes en mesure de le faire. Contrairement à eux qui ont eu à nous pondre à un projet de 85 milliards sur 10 ans. Et sur les 5 ans, on n'a même pas pu atteindre les 40 milliards. Nous avons un projet réaliste qui s'est fait sur base de la réalité. Nous sommes descendus sur terrain, nous avons fait des études. Vous savez, quand vous voulez lancer une entreprise, on fait ce qu'on appelle les études de faisabilité. On fait un appel de fonds, un appel de fonds chez les bailleurs de fonds, bien évidemment, pour financer ces projets-là également. Alors ici, nous parlons de la République. On peut faire appel à des bailleurs de fonds, tout comme on peut se concentrer également sur le fonds propre de l'État ou encore le PIB ou encore ce que le gouvernement ou le pays peut fournir comme étant ressources humaines ou encore ressources minières ou encore ressources sur le plan agriculture, etc. J'en passe. Vous voyez? Donc, le projet que nous avons, c'est un projet qui a été élaboré sur base de la réalité de la République démocratique du Congo. Étant conscient que dans cette réalité-là, les choses varient en fonction des temps, en fonction des années, en fonction des réalités. C'est-à-dire que quand vous venez aujourd'hui, vous trouvez qu'à Kinshasa, par exemple, il y a 10 000 personnes. Quand vous faites votre projet, vous dites que non, dans les 5 ans, vous n'allez pas calculer en fonction des 10 000 personnes. Vous allez vous dire, par rapport à l'indice humain et au développement humain, nous allons peut-être nous dire que non, plutôt le développement de l'indice des naissances plutôt, nous allons comprendre qu'il n'y aura plus 10 000 personnes, il y aura par exemple 15 000 personnes. On fait une projection sur base des indicateurs bien précis. Et c'est sur base de ces 15 000 personnes que vous allez réfléchir. On ne réfléchit pas sur base de ce que vous avez trouvé. Donc,
en étant dans l'opposition ou encore en étant à l'extérieur de la gestion de la chose publique, on s'est dit non, moi je viens au pouvoir, je vais être président de la République, voilà les réalités auxquelles mon pays fait face et quand j'y arriverai, les solutions que je vais devoir y appliquer c'est quoi? Sur le plan sécurité, voilà telle solution. Sur le plan par exemple social, voilà telle solution. Sur le plan couverture santé par exemple, voilà telle solution. Donc on propose des choses avec des projections que nous avons eu à établir sur base des études et non pas sur base des simulations comme ça à l'aveugle ou encore sur base du populisme. Non, nous avons des données concrètes et réelles dans lesquelles nous avons eu à coucher sur notre travail ou encore notre projet de société que nous avons eu à présenter. Et le moment est arrivé que nous puissions présenter cela à la population, comme l'honorable Christian Mando a eu à le faire de façon synthétisée. Nous allons maintenant, sur le plan pragmatique, le faire quand Moïse Katumbi sera président de la République. Mais pour l'instant, nous allons d'abord battre campagne en expliquant aux gens dans différents secteurs et endroits comment est-ce que nous allons nous y prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité congolaise que nous avons a été la base ou le socle même des études que nous avons eu à faire, question de pondre ces projets que nous avons. Voilà. Très bien. Alors, l'une des missions principales d'un État, c'est assurer la sécurité de son peuple. Alors, à ce jour, nous sommes confrontés à des difficultés sécuritaires qui nous poussent même à exclure certains compatriotes du vote. Le président l'a reconnu lors de sa récente interview sur TV5 et France 24, pardon, sur France 24 et RFI, notamment les compatriotes de Kouamoud, Massissi et Rutshuru ne participeront pas au vote. La situation sécuritaire s'avère précaire sur l'ensemble du pays, on va dire comme ça. Moïse Katumbi, s'il est élu président de la République, comment va-t-il s'y prendre pour gérer la question sécuritaire, lui qui promet de mettre fin à l'insécurité dans les 6 prochains mois qui suivront sa prise de pouvoir de manière officielle? Nous avons sur terrain l'EAC, nous avons l'opération UPDF menée entre les FARDC et l'armée ougandaise, je pense. On annonce pour les prochains jours les déploiements des troupes de la SADC. Il y a les Ouazalendo également sur terrain. Comment Moïse Katumbi va-t-il s'y prendre? D'abord, dans un premier temps, c'est simple. Renvoyer tous ces regroupements militaires. Il y a des accords. Allez-y, il y a des accords. Laissez-moi finir un peu. Je dis ceci. Les accords, c'est fond et c'est défend. Dans un premier temps, renvoyer toutes ces structures militaires chez eux. Peu importe le pays qu'ils rentrent chez eux. Félix Tshisekedi a trouvé ces pays quantième dans l'échelle de pays le plus puissant en Afrique en termes d'armée. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Ils sont en train de vanter qu'ils ont eu à améliorer la sécurité. Comment est-ce que actuellement au niveau de l'Est, à Bunagana est pris? Ça fait combien d'années? Presque une année déjà, si je ne me trompe pas. Il y a encore une nouvelle province, et plutôt Bunagana, dans Bunagana, il y a encore une autre cité, si je ne me trompe pas, j'oublie les noms, qui a été pris encore par l'Ouganda. Ils ont eu à poser une borne, comme quoi c'est la limite de la RDC entre eux. Donc cette entrée, ils ont indexé cela à l'Ouganda. Comment vous pouvez comprendre que vous, président de la République, vous prenez des accords avec des gens et dans ces accords, il y a des pays avec lesquels vous êtes en conflit et ces pays-là, quelques contingents de leurs éléments sont dans la structure que dont vous faites appel. Qu'est-ce qui manque à l'armée pour que cette armée puisse vaincre réellement ces ennemis-là? Il y a aussi les mercenaires, entre guillemets. J'y arrive. J'avais oublié de mentionner cela. Laissez-moi y arriver. Qu'est-ce qui manque réellement à ces gouvernements de pouvoir doter notre armée des moyens y afférents pour qu'ils puissent réellement se battre comme il se doit? Pourquoi vous devez faire appel à l'EAC, à la SADC ou à d'autres regroupements ou encore à des sociétés de sécurité privées? Parce que les FARDC observent le cessez-le-feu signé. Vous observez le cessez-le-feu. Pourquoi devons-nous observer le cessez-le-feu? Vous observez le cessez-le-feu. Pendant ce temps, vous êtes en train de filmer avec des drones les ennemis qui émanent du Rwanda, qui sont en train d'entrer dans notre pays. Est-ce qu'on est sérieux à un moment? Alors, qui est en train de violer ces cessez-le-feu là? Nous n'avons pas respecté n'importe quelle conclusion que le président ou encore le gouvernement a eu à prendre avec ces rebelles-là. On ne traite pas avec les rebelles. On les renvoie d'où ils viennent. L'armée congolaise, elle est forte. Les Congolais ont la volonté. Vous voyez avec le Ouazalendo ou encore d'autres structures différentes, si je dois y atterrir. La constitution congolaise empêche toute personne de pouvoir se créer une milice. C'est-à-dire quoi? Le président de la République prend des engagements parce que quand vous le dites, je vais suivre, paraphraser un peu ce qu'il a eu à dire sur TV5 avec vos confrères. On lui a posé la question pour savoir, vous avez engagé des entreprises de sécurité privées afin qu'ils puissent se battre. Et ils sont sur le terrain, il a dit oui, bien sûr. En train de se battre, il a dit oui, bien sûr. Mais on lui a ramené pour lui dire... Non, il n'a pas dit qu'il s'est battu. Ils sont là pour coacher le FARDC. C'est ce qu'il a dit. Pareil. Non, il a expliqué lui. Attendez. Allez-y.
des entreprises de sécurité privées sur les sols congolais. Ils sont sur terrain en train de se battre, bien sûr. C'est ce qu'il a dit. Et quand le journaliste a répliqué pour dire, en tant que milice, il a dit non, ce ne sont pas des milices, ils sont en train de coacher. Coacher, c'est-à-dire quoi? Vous acceptez qu'ils sont en train de se battre et pour transformer, parce qu'on les a traités des milices, vous voulez dire que non, ce ne sont pas des milices, ils sont en train de coacher. On coach quoi? Ils sont en train d'entraîner nos FARDC. Vous avez accepté que ces structures viennent et se battent. S'ils étaient venus normalement pour entraîner, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand ils parlent du terrain, ils parlent de quoi? De l'Est, bien évidemment. Est-ce qu'on va coacher les gens sur le terrain en plein match? Non. Il y a des petites consignes que l'on peut donner. Et ces petites consignes, qui donne ces petites consignes? C'est la hiérarchie de l'armée. Ce ne sont pas ces structures de sécurité. Non, on coach par rapport à l'entraînement. Quand on finit les entraînements, on passe sur le terrain. Le coach ne fait que donner des petites consignes. Mais celui qui donne des indications et tout, c'est pas lui. Parce qu'il s'agit de l'armée, bien évidemment, parce qu'on ne doit pas toutefois comparer, bien évidemment, avec le football. Mais il a d'abord eu à accepter que ces gens sont en train de se battre et ensuite revenir pour dire que non, parce qu'on les avait traités des milices. Parce que la loi congolaise ne brise pas les mercenaires dans ces pays. Vous comprenez ça? Alors, si vous avez aujourd'hui ces entreprises de sécurité privée qui arrivent, vous avez l'EAC, vous avez la SADC, mais vous ne voyez pas que vous êtes en train vous-même de ramener encore l'insécurité, comme pas possible. Les Ouazalènes. Aujourd'hui, il y a les Ouazalènes. Il y a l'Union, c'est quoi, l'ONU plutôt, qui a fait autant d'années dans ces pays. Il est arrivé. La MONUSCO. La MONUSCO, voilà, exactement. Mais ils ont fait quoi? On a eu arrêté à gauche ou à droite des gens qui étaient en train de sortir des minerais. Certains membres de la MONUSCO qui étaient en train de financer encore ces groupes rebelles, plutôt qui étaient en train de traiter avec ces groupes rebelles. Alors, faites partir ces gens pour lesquels les Congolais sont morts. Et parmi ceux-là, quelques membres de Ouazalendo, qui, à l'époque, n'étaient que de jeunes, qui ont revendiqué au niveau de l'Est et qui sont morts aujourd'hui, qui sont dans leur tombeau. Que vont-ils dire par rapport à cela? Si ces jeunes aujourd'hui, Ouazalendo, parce qu'on parle d'eux, ont pris les armes, ce sont des Congolais. Ils ont le droit de pouvoir défendre leur patrie. Mais ils défendent leur patrie en tant que qui? Moi, j'encourage ces jeunes gens qui défendent leur maison parce que ce sont eux qui sont en train de vivre ces atrocités au niveau de l'Est. C'est une bonne chose. Mais le gouvernement ne doit pas se dessaisir de cette situation-là. On aurait dû prendre ces jeunes gens-là, les former par exemple, les intégrer dans l'armée et former un département ou encore une structure à part et ensuite les envoyer sur le terrain. Mais quand vous les y envoyez comme ça, là, est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce qu'il y a un financement? Parce que vous, en tant que République ou en tant qu'armée, vous respectez les cessez-le-feu. Je suis bien d'accord avec tout ce que vous développez comme théorie, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Oui. Moïse Katumbi fera quoi pour stopper cette insécurité dans 6 mois, comme il le promet? Bon, je crois que dans le travail, plutôt dans le projet que nous avons dû élaborer, il y a beaucoup plus de détails afférents, mais moi je vous donne des grandes lignes. Je dis premièrement, on évacue d'abord toutes ces structures, EAC, SADC, peu importe, Ouganda, on les évacue. On dote l'armée des moyens corrects et afférents. On respecte ces militaires, on leur paye ce qu'ils doivent. Et vous les envoyez avec les terrains, avec des gens qui ont cette expérience de l'armée. Parce qu'il s'est fait 2 fois, il y a des militaires qui revendiquent quand nous commençons à progresser, paf, on nous envoie, non, il y a c'est l'effet reculer, et pourtant nous avons déjà eu à avancer. S'il y a des problèmes sérieux, c'est-à-dire que c'est vrai que l'armée a des problèmes, des petits couacs à gauche ou à droite, mais il y a moyen de restructurer, c'est là. Et en 6 mois, c'est faisable. Parce que quand on a eu à élaborer le projet, je reviens encore, ces projets-là faisaient état de la réalité sociale et sécuritaire. C'est-à-dire que dans ces projets-là, il y a des études de faisabilité de comprendre comment est-ce qu'on peut réellement éradiquer cette situation-là. On ne vient pas comme ça pour dire que je vais éradiquer la situation et ensuite on n'est pas en mesure de le faire. Nous avons élaboré le projet, c'est pourquoi j'ai demandé à la population congolaise de s'approprier ces projets, de prendre le temps de bien les lire et de juger le président Moïse Katumbi, bien évidemment avec Ensemble pour la République, sur base de ce que nous avons projeté comme image. Même le pouvoir en place, normalement ils pouvaient demander à Moïse Katumbi ou partir ensemble, on pouvait leur donner des solutions, mais ils n'ont pas l'habitude de demander parce qu'ils s'enorgueillissent. Ils ont eu à lancer l'état des sièges. C'est quoi le résultat aujourd'hui? Alors, nous n'allons pas nous y prendre de la même façon, comme l'ai-je dit. Commencez d'abord à envoyer chaque structure, comme armée ou structure de sécurité ou encore entreprise de sécurité chez eux. Réformer l'armée et la police. Donner la valeur à ces gens-là, doter ces gens-là de moyens. C'est-à-dire que munitions, avions, drones, etc. Tout ce qu'il faut à une armée correcte de pouvoir se dire armée. Et laisser libre champ au stratagème lié à cette armée de pouvoir faire les choses comme il se doit. Vous n'êtes pas dans le secret de Moïse Katumbi, mais si Moïse Katumbi devenait président de la République, s'il faut lui prodiguer un conseil, monsieur le président, ou soit s'il faut demander à Moïse Katumbi sa première décision, selon vous, s'il faut lui proposer au président une première décision, ça sera laquelle? Vous savez ce qu'on appelle le libéralisme social. Ça, c'est émane de notre parti. Quand on parle du libéralisme social, c'est la liberté
social. Si je peux donner des détails par rapport à cela. Le libéralisme social, c'est tout simplement le fait de permettre à chaque Congolais de libre vaquement, plutôt de circuler librement, aller dans ses occupations, à faire ce qu'il veut de façon bien libre. Bien évidemment, dans le respect de la loi et des principes. Ne pas restreindre les droits ou encore l'amour, ou encore les obligations, ou encore les désirs de la population. Parce que nous vivons actuellement une situation un peu bizarre où certains peuvent aller à gauche, d'autres ne peuvent pas aller à droite. Quand c'est au niveau de la justice, nous avons des problèmes. Certains sont favorisés, d'autres ne sont pas favorisés. C'est-à-dire que laisser le Congolais le libre choix de faire ce qu'il veut, où il le veut, comme il le veut, quand il le veut, que de pouvoir le faire avec les étrangers. C'est-à-dire que vous privilégiez les étrangers au détriment de la population. Alors, ce que moi je dirais au président de la République, Moïse Katumbi. Comme première décision. Félix Tshisekedi, sa première décision, c'était de fermer tous les cachots clandestins. C'était ça sa promesse. Est-ce que actuellement Moïse Katumbi va prendre quelle décision s'il est élu? Est-ce que la première, c'est vrai? À lui de répondre. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Est-ce que nous sommes en train de Salomon et où actuellement? Qui l'a arrêté? Mike, qui l'a arrêté? Ils ne sont pas dans des cachots clandestins. Ils étaient d'abord là-bas, avant d'être transférés à la prison de Makala. Et comment ont-ils été arrêtés? Là, je développe tout simplement. Moi, je le dirais tout simplement au-delà des décisions, de ne pas être comme le président actuel. C'est ça. Parlez de vous. Je lui dirais actuellement de ne pas être comme le président actuel, tout simplement. Les promesses, qu'ils arrêtent de prendre des promesses et des décisions. Oh non, je vais faire ceci, qu'ils ne promettent pas de choses. Mais c'est la campagne électorale. Justement, c'est la campagne électorale. C'est l'heure des promesses. Ce qui nous différencie réellement du pouvoir en place, c'est que nous sommes pragmatiques et excellent dans la promesse. Nous n'allons pas promettre des choses. Nous pouvons promettre une ou deux choses à la limite, il n'y a pas de souci. Comme le président a eu à le dire, il a dit qu'il ne touchera pas son salaire. Aucun des membres de sa famille ne sera dans les institutions, ça il l'a dit. Il a dit que la population sera son candidat, ça il l'a dit. Et il a bien évidemment signalé à la population qu'il est le candidat commun de l'opposition. Ça, ce sont des petites promesses qu'il a eu à faire. Mais pour le reste, les Congolais ne veulent plus de promesses. Ils veulent tout simplement de la concrétisation. Donc n'attendez pas à ce que je donne un conseil spécifique par rapport à une certaine décision, parce qu'il y en a nombreuses. Moi, je dirais tout simplement au président de la République, futur président de la République évidemment, Moïse Katumbi, de ne pas être comme celui qui est actuellement au pouvoir. Très bien, avant de parler du bloc qui se forme autour de Moïse Katumbi, évoquons cette fois-ci cette accusation portée contre vous par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui estime que Moïse Katumbi, Mukwege, bref, la plupart des candidats de l'opposition roulent pour les Occidentaux. Vos candidats roulent pour les étrangers. Une fois au pouvoir, vous liquidez ces pays, vous allez placer les pays à la solde des Occidentaux. Et Moïse Katumbi a répondu aujourd'hui en estimant que le vrai candidat des Occidentaux, c'est Félix Tshisekedi, c'est lui qui est allé chercher des mercenaires, c'est lui qui est allé chercher des investisseurs étrangers sans pour autant les trouver aussi. Vrai ou faux, Moïse Katumbi, c'est le candidat des Occidentaux? Je ne sais pas quand il le dit sur base de quoi. Je ne sais vraiment pas, parce que ces gens, ou encore le président de la République, excelle toujours dans le populisme. Il dit que Katumbi, c'est le candidat de l'étranger, que ce soit Mukwege et consort. Mukwege, c'est un prix Nobel de la paix. Qui ne le sait pas? Ce monsieur est en train de faire un travail énorme au niveau de l'Est. Une guerre que le président actuel n'est pas en mesure de le finir. Parce qu'il a dit tantôt au début de son mandat, dès que j'arrive à la fin de mon mandat, je le reformule avec quelques 2-3 mots différents. Si je n'ai pas fini la guerre à l'Est, j'aurais échoué. C'est avec ces discours-là qu'ils iront en campagne. J'aurais voulu qu'il ait le courage de dire que non, j'ai échoué et qu'il ne se représente pas. Parce que nous sommes arrivés à la fin de son mandat et il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, c'est lui qui traite Katumbi et les autres des candidats d'étrangers. Mais il a fait énormément de voyages. Il allait où? N'est-ce pas, bien évidemment, chez ces étrangers-là? Il est parti chez les étrangers pour chercher des solutions aux problèmes du pays et non pas pour liquider le pays. Non, mais soyons sérieux. Alors que lui, en ce moment, il prête à Katumbi et consorts les intentions de liquider le pays ou de le brader. Soyons sérieux. Il parle de quoi là exactement? Il est allé des voyages en voyage. Il est revenu avec quoi comme solution? Rien, absolument rien. Il est allé chez ces étrangers-là. Qu'a-t-il ramené comme solution? Absolument rien. Maintenant, le mal intrinsèque qui réside vraiment dans le chromosome de nos amis d'en face, c'est tout simplement de rejeter toujours la faute sur les autres. C'est tout simplement d'accuser les autres de choses qui n'existaient pas. Il nous a ramené ici Kagame, qui aujourd'hui, il traite de tous les noms comme étant frère à Katumbi. Mais c'est lui qui a appelé Kagame son frère. C'est lui qui nous a ramené Katumbi ici, et plutôt Kagame ici, au stade de martyr. C'est avec ses partisans qu'ils ont chanté Yona Nyoboya Kagame.
Là, c'était son frère. Là, c'est lui qui a ramené. Mais aujourd'hui, il veut obliger les gens, tout le monde, à pouvoir condamner le Rwanda. Des choses que Katumbi a eu à le faire plusieurs fois, mais ils veulent que Katumbi le fasse à leur rythme, à eux. Mais le problème n'est pas au niveau de la condamnation. Le problème n'est pas au niveau des accusations. Le problème est au niveau de la solution réelle de ce que les Congolais attendent. Alors, venir à la télé dire que Katumbi et les autres sont des candidats de l'étranger, sur base de quoi réellement? Ils veulent vendre ces pays sur base de quoi? C'est sur base de vos acquaintances avec les Occidentaux. Mais c'est quoi cette acquaintance dont tu parles? Quel est ce pays aujourd'hui qui ne peut pas vivre, qui peut vivre sans les Occidentaux? Vous allez brader les minéraux du pays, vous allez brader toutes les ressources du pays. Quel est le taux de Congolais qui ont participé ou encore qui ont augmenté, qui ont encore eu place, par exemple, à la gestion des minerais depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Si je dois le reformuler autrement. Là, j'ai quand même des Congolais comme toujours. Et à l'époque, c'était géré par qui avant qu'il arrive au pouvoir? Mais toujours des Congolais. Ah, mais voilà. Alors lui, quand il est arrivé, combien de Congolais ont eu accès au carré minier? Si ce n'est pas les membres plutôt de sa famille politique seulement. Alors s'il faut parler réellement des candidats de l'étranger, mais c'est lui. Parce que moi, je ne vois pas un Katumbi. Et lui se considère comme un vrai fils du pays. Qu'est-ce que Katumbi va faire encore de ces pays pour avoir quoi qu'il n'a pas? Hein? Qu'est-ce qu'il va encore faire de ces pays pour avoir quoi? Qu'en a-t-il pas qu'il va encore vouloir avoir auprès des Occidentaux? Je vous ai dit que dans ces pays, les politiciens deviennent politiciens pour l'argent, pour le pouvoir, pour être bien assis et bien protégé. Katumbi a l'argent, il a le pouvoir parce que quand on a des moyens, on est aussi influent. Il a des maisons, il a des véhicules, des avions. Qui va-t-il encore chercher au pouvoir si ce n'est que le bien de la population? Et un monsieur pareil, il s'associe à un monsieur qui s'appelle Mukwege, qu'on appelle le réparateur de femmes. Partant de tout ce qu'il a comme historique par rapport aux... Et le Congo n'est pas un corps humain pour qu'il soit réparé. Le Congo n'est pas quoi? N'est pas un corps humain pour qu'il soit réparé. C'était la réplique du président à la candidature du prix Nobel. Bon, quand il dit ça, mais nous avons tantôt suivi une émission, quand il était au Kassèche, je ne me trompe pas, Mbokessi Koufa. Et le roi Bezate. Et le roi Bezate. Ni ne Koufa, il corps humain, tu Koufa qui je comprends pas. On ne va pas se lancer dans ces jeux de mots, ça n'a pas de sens, c'est pas responsable en fait. Moi je pense que le président de la République a mal réfléchi. Quand il passe à la télé, je pense qu'il doit changer son équipe de communication. On les conseille très mal. Il y a des choses qu'il ne doit pas dire. C'est absolument un manque de respect auprès de mamans qui ont souffert, qui sont en train de souffrir jusqu'actuellement au niveau de l'Est. Comment on peut comprendre qu'un monsieur qui s'amène, monsieur Mukwege, avec ses moyens propres, qui n'est pas subventionné par l'État ou quoi que ce soit d'autre, en train d'aider les gens, les mamans qui ont été violées, dont on a eu à blesser, à couper une jambe ou un bras avec ses moyens propres, et vous les traitez aujourd'hui des candidats de l'Occident? Parce qu'il est en train de réparer les mamans qui ont eu des problèmes par rapport à la guerre qui est créée à l'Est, à l'Est plutôt, et cette guerre-là est financée réellement par ces Occidentaux, et vous comprenez que non, ces mêmes messieurs-là viennent, et on dit que non, c'est les candidats des étrangers. Vous ne sentez pas qu'il y a un paradoxe? C'est-à-dire que lui répare, si on part de la réflexion du président de la République, il part du fait que Moutou Oyo, Azo, financé, bateau, bossa la biso mabe, bah conséquence, il y a un là, Moukou Gesiko Azo pour réparer un moyen, et ensuite vous direz que non, cette personne-là, c'est un candidat de l'étranger. Très bien. Alors, de manière globale, est-ce que Moïse Katumbi sera en mesure de tenir tête à Félix Tshisekedi, qui présente à ce jour un bilan qui peut plaider en sa faveur? Il a évoqué récemment les taux des dessertes en électricité qui a augmenté. On est passé de 9 à 20%. Il a évoqué la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, des infrastructures construites ça et là. Est-ce que face à ces bilans, Moïse Katumbi sera en mesure d'affronter un candidat comme ça? Il a déjà commencé à l'affronter. Voilà pourquoi il a été victime de toutes les réalités que vous avez vues depuis qu'il a eu à quitter l'Union sacrée. Parce qu'il se disait que je suis capable de faire mieux. Je vous ai présenté les faits. Hein. Allez, oui, quand je commence tout au début, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était déjà capable de le faire, parce que à l'époque, il avait voulu postuler en tant que président de la République. N'eût été l'empêchement du régime passé, il aurait été le candidat unique de l'opposition. Voilà, aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il est aujourd'hui candidat unique de l'opposition. Et c'est justement ce que le pouvoir en place était en train de craindre. Parlons de ces bilans, ces fameux bilans. Il parle de la desserte en électricité. La gratuité de l'enseignement, de la desserte en électricité. Le président de la République, moi j'ai suivi l'interview, il nous a dit qu'à l'arrivée quand il est arrivé au pouvoir,
il a trouvé la desserte en électricité dans les ménages à 9%. Était un taux de 9%. Et actuellement, lui, il a ramené à 20%. Autour de 20%. Voilà, une fois de plus, je me dis... C'est une avancée. Non, soyons sérieux. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai tort. Si c'est moi qui ai tort, alors là, je vais revenir sur ça et je vais retirer ce que j'aurais à dire. Mais si ce n'est pas moi qui est tort, il va falloir demander au président de la République, vraiment demander pardon à la population congolaise. Quand il est arrivé au pouvoir, déjà en 2016, vous savez, ça fait très mal quand on parle de choses pareilles. Hein. Vous savez, le président de la République, c'est toute une institution, hein. C'est pas une chose à prendre à la légère. Il est censé être informé de tout ce qui se passe dans ces pays. Quand il est arrivé au pouvoir en 2016, les taux en desserte en électricité dans les ménages étaient à 17,15%. Ah bon? En 2016 plutôt. Et lui est arrivé au pouvoir après 2016. En 2019, ça a atteint 19%. C'est quand lui est arrivé au pouvoir. Je n'ai pas eu le temps de vérifier actuellement c'était à combien. Il a parlé des 20% actuellement. 9%. Il l'a trouvé à 9%. Il a eu à ramasser cela. Alors si déjà il dit il a trouvé cela à 9%, même si je n'ai pas eu à vérifier actuellement c'est à combien, déjà je me dis que même le 20% là c'est faux. Peut-être que ça a régressé. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire comme avancée sur le plan électricité? Nous sommes à Kinshasa ici. Les délestages se sont arrêtés. Au Kasaï, les gens sont en train de pleurer de l'électricité. Les fonds qu'ils ont eu à dépenser à gauche, à droite, les GELO, frappe. Projet 100 jours, frappe. Maison préfabriquée, frappe. RAM, tous ces montants-là, on ne pouvait pas, bien évidemment, construire des barrages électriques ou encore agrandir encore davantage la fourniture en électricité dans le ménage. Donc, le président de la République, premier citoyen du pays qui passe à la télé, qui nous dit qu'il a trouvé à 9% le taux de desserte en électricité dans les ménages. Et il a ramené à 20% après 5 ans. Et moi, je vous dis que quand il est arrivé au pouvoir, déjà en 2016, c'était déjà aux alentours de 17%. Et maintenant, quand vous parlez, c'était déjà, plutôt en 2019, ça avait déjà atteint les 19%. Alors, qui dit vrai? Alors, soit c'est le président de la République qui ment, soit nos informations sont fausses. Mais je pense que nos informations sont vraies. Donc, je demanderai au président de la République de revoir encore les informations qu'on est en train de lui donner. On ne gère pas un pays comme ça. Très bien. On va terminer l'émission par ces derniers sujets. Le bloc qui se constitue autour de Moïse Katumbi, Matata Ponyo s'est désisté, Franck Diongo et Seth Kikouni également, et tous sont promis d'accompagner ou de soutenir la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué. Nous attendons peut-être dans les jours qui viennent, parce que plusieurs sources l'annoncent également, qu'il y a des candidats qui vont rallier la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué. Comment analysez-vous à ces jours ces rapprochements autour de Moïse Katumbi entre ces différents pères de l'opposition? Il est clair que chez le choix de la Providence, moi j'ai entendu cette phrase-là chez une maman qui vend du pondou avec un bassin sur la tête. Elle a dit Moïse Katumbi, c'est le choix de la Providence. C'est-à-dire que je vous dis, et elle parlait en français, Moïse Katumbi, c'est le choix de la Providence. Ce n'est pas pour rien que tous ces leaders que vous connaissez ont accepté d'accompagner Moïse Katumbi. La même chose que nous avons vu à Moïse Katumbi et aussi ont eu à voir à Moïse Katumbi. Alors quand vous voyez des poids lourds pareils désister en faveur de Moïse Katumbi, ce n'est pas pour rien. Le moment est arrivé que le Congo puisse réellement redorer son image. Le moment est arrivé réellement pour que le Congo puisse absolument avoir un nouveau Congo. C'est-à-dire que le Congo, Congo et Sika. Donc plutôt le Congolais, Congo et Sika. Et c'est à travers Moïse Katumbi. Voilà pourquoi c'est simplement normal. Tout ce qu'ils sont allés à faire à Pretoria ou encore à gauche ou à droite. Et c'est pas fini. Parce que si je ne me trompe pas, il y a au moins 23 candidats qui sont candidats à l'élection présidentielle. Déjà une partie se sont dessaisis ou encore ralliés à Moïse Katumbi. C'est tout simplement pour la bonne cause, parce qu'ils ont compris que le choix idéal, c'est Moïse Katumbi. Est-ce que ce n'est pas Katumbi qui commence à acheter les candidatures des autres candidats pour se créer un boulevard? Raison pour laquelle peut-être Martin Fayulu n'arrive pas à vous céder sa place. Martin Fayulu nous cédera à quelle place? Il se considère aujourd'hui comme le seul opposant crédible. Sur base de quoi? Je respecte beaucoup le président Martin Fayulu. C'est quelqu'un qui a porté l'espoir du peuple congolais en 2018. N'eût été le pouvoir qui lui a été ravi. Il aurait déjà été président de la République pendant ces 5 ans. Mais il doit revenir à la raison.
il doit revenir à la raison. Je pense que le moment est passé. C'est vrai qu'on a eu à lui ravir son pouvoir, mais le choix actuel de la population congolaise, c'est maintenant Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'achète pas des gens. Un homme sérieux ne vend pas son parti pour un autre parti. On va lui donner combien? Vous voyez un Franck Dion, un Matata Pogno, un Délice Sanga. Ce ne sont pas des gens. Ce sont pas de crève la faim. Ensemble pour la République, il y a des gens qui ont liquidé leur parti. Mais justement, ce ne sont pas de crève la faim. Les gens qui ont liquidé leur parti. Je vous avais dit l'autre fois là que Moïse Katumbi était chef d'un regroupement politique et non pas chef d'un parti politique. Il a décidé de faire un parti politique. Il a demandé à personne de détruire son parti politique. Il y a des gens qui ont détruit leur parti politique pour y adhérer parce qu'ils avaient la même vision que eux, que Moïse Katumbi. Mais il y en a aussi qui n'ont pas accepté de détruire, mais qui ont accepté tout simplement d'accompagner Moïse Katumbi. C'est-à-dire qu'il y avait un choix. On n'a forcé personne. Très bien. Parce qu'on n'avait pas refusé ceux qui avaient décidé d'accompagner Moïse Katumbi en restant dans leur parti, en conservant leur propre parti. Mais ils ont été avec Moïse Katumbi. Ils ont bénéficié de cela. Certains parmi eux sont restés actuellement dans le mouvement parce qu'ils ont été dans la délégation que nous avions envoyée dans le gouvernement à l'époque. C'est-à-dire que Moïse Katumbi, c'est une insulte pour ces gens-là de dire que Moïse Katumbi les a payés. Et ça serait une insulte également de dire que Moïse Katumbi paye les gens pour qu'ils puissent détruire leur parti. Merci beaucoup, cher Patrick Mvi. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public et surtout que nous sommes durant la campagne électorale. Un dernier message à vos probables électeurs. Pensée spéciale d'abord premièrement à Salomon Escadé qui est aujourd'hui détenu toujours dans la prison sans avoir une preuve palpable par rapport à ces accusations. Pensée spéciale à Mike Mukibai, pensée spéciale à John Mbongi qui est le vice-coordinateur provincial qui a été victime d'une attaque par le Badou, les amis d'en face. Mais également pour finir, j'aimerais demander à la population congolaise comme à l'accoutumée que la solution idoine pour le changement réel de notre vécu quotidien, c'est Moïse Katumbi. Le candidat numéro 3, vu que la campagne électorale a déjà débuté, la loi me l'autorise de dire que le candidat numéro 3, c'est le choix de la population, le choix de l'alternance, le choix de l'alternative. J'aimerais également demander aux amis de la Tchangou, pour finir, que nous avons des candidats là-bas. Ils sont nombreux, mais je en citerai quand même un qui prouve à suffisance que c'est un élément de taille pour Ensemble pour la République, c'est M. Jacques Ndala, le numéro 10-23 à la députation nationale, 208 à la députation provinciale, et puis au niveau municipal, je ne peux pas donner parce que la loi ne l'autorise pas encore, nous avons débuté les 4. Donc, très bien. Chère population congolaise, merci de nous avoir suivis, mais également, j'insiste, Tala Yaturo Bako Sayote, la députée, président de la commission citoyenne, mais pour les députés et consorts, Bako Sayote. Ceux qui sont d'ensemble, d'accord, d'avançons, d'accord, d'alternance, d'accord. Pour le reste, mettez les oubliettes. Merci. Patrick Mvi, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Ça en est fini pour aujourd'hui. Moi, je vais compléter aussi la liste des numéros. Aux électeurs de Lukunga, 2 numéros à retenir. 749, Mike Mukibai. 525, Patrick Local, l'archiviste. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.